Les amis, aujourd'hui je vous parle de la Moldavie qui est un pays situé près de l'Italie, près de l'Allemagne, c'est en Europe. C'est un pays qui a des difficultés en matière d'accès, des difficultés en matière de politique énergétique. Voilà, donc en matière d'accès à l'énergie pour les besoins domestiques, pour les ménages, pour le transport, pour l'industrie, parce que il y a une région qui a des velléités séparatistes pro-russes. Actuellement, la Russie, Gazprom a coupé l'accès au gaz à cette région avec des velléités séparatistes pro-russes, et le pays en général est confronté à des difficultés énergétiques. Alors cela affecte le système de santé, parce que vous savez que dans les hôpitaux, il y a beaucoup d'appareils qui fonctionnent grâce à l'électricité, et cela met en danger l'accès à la santé. Cela crée des difficultés au niveau des services de santé. C'est pour cela que je vous parlais la dernière fois de l'opportunité que représente l'hydrogène blanc. Les piles à combustible à hydrogène blanc peuvent permettre de pallier aux difficultés d'accès à l'énergie, particulièrement à l'électricité dans certaines zones reculées. Ce n'est pas qu'en Afrique. Voilà un contexte, dans un contexte comme la Moldavie, qui est un pays qui est bien en Europe, mais qui se retrouve confronté à des difficultés d'accès à l'énergie que l'on peut pallier avec cette énergie d'avenir qui, si elle est valorisée, si cette filière est aidée et développée, peut permettre de résoudre. C'est une alternative, c'est une solution alternative pour de nombreuses problématiques qui ne concernent pas seulement les pays pauvres du sud, mais aussi les pays du nord, comme certains pays d'Europe, comme la Moldavie. Donc, ces piles à combustible à hydrogène blanc peuvent servir pour les groupes électrogènes, par exemple, dans les hôpitaux. Ils peuvent servir pour des appareils qui servent dans les contextes de soins d'urgence et même des tensiomètres. Beaucoup d'appareils médicaux fonctionnent à l'aide de piles, et les piles à combustible à hydrogène blanc peuvent servir à alimenter beaucoup de services de santé. Et comme je le disais, les groupes électrogènes dans les contextes de difficultés énergétiques, difficultés d'accès à l'électricité, au gaz, etc. Et même pour les ménages aussi, le chauffage à base d'hydrogène blanc, tout ça, c'est des technologies qui ont été développées. Voilà, donc je vous avais dit que je m'intéressais à cette énergie de façon transversale parce qu'elle permet de couvrir de nombreux besoins en matière énergétique. Et vous voyez un exemple, ça c'est dans le domaine de la santé. Et il faut penser à nouer des partenariats avec d'autres pays qui sont dans des contextes similaires. Il y a un pays, je vous parle souvent de la région du euh, Xinjiang, qui est en Chine, qui est à l'ouest de la Chine, qui a aussi des velléités séparatistes, mais l'État essaie de résorber ces velléités sécessionnistes avec des politiques économiques. Et moi, j'avais relevé la nécessité de l'option du développement durable, parce que c'est un contexte où il y a de nombreuses politiques à mener en matière de santé et environnement, et aussi des politiques industrielles au sein desquelles l'hydrogène blanc a aussi sa place. Pourquoi ces régions sont en miroir croisé? Parce que cette zone à l'ouest de la Chine essaie de s'émanciper de la Chine et est soutenue par beaucoup de pays occidentaux. Et au contraire, cette zone qui est en Moldavie, qui a aussi des velléités séparatistes, soutenue par la Russie, et elle se trouve en Europe. Donc, mais pourtant, ce sont les mêmes problématiques qui sont communes à tous ces peuples-là qui ont des velléités séparatistes, qu'elles soient légitimes ou non. Même au Mali, il y a les Touaregs aussi. C'est la sous-exploitation des richesses naturelles qui ne sont pas assez valorisées, la pauvreté des populations, surtout les femmes, qui sont les populations les plus vulnérables, la nécessité de l'intervention des institutions internationales dans ce genre de contexte pour permettre l'accès des plus vulnérables à la santé, à l'éducation, l'accès à l'eau potable, pour garantir des politiques, en tout cas respectueuses, des politiques de santé, environnement, de préservation de l'environnement, etc., etc. Et donc, je vous parle souvent de ce taxe-là. Pourquoi? Parce que si l'Europe veut garantir son approvisionnement énergétique, étant donné qu'en Afrique, dans le contexte du Sahel, actuellement, c'est compliqué à cause de l'influence de la Russie dans cette zone,
la seule alternative pour l'Europe ou même des pays comme le Canada, c'est de se tourner vers ces pays d'Asie, Asie centrale, Asie du Sud-Est, qui sont riches en uranium, qui sont riches même en hydrogène blanc, qui ont développé des politiques d'énergie renouvelable. Je vous ai parlé de l'Azerbaïdjan la dernière fois, qui a mis en place le Cap Vert sous la mer Noire pour alimenter l'Europe en énergie renouvelable, dont l'hydrogène aussi, l'énergie éolienne, tout ça, l'électricité verte. Il y a aussi de nombreuses politiques qui sont menées dans la région des Balkans pour exploiter l'hydrogène blanc. Il y a des partenaires comme le Canada qui cherchent à avoir une projection ponctuelle dans ces régions-là, d'Europe vers même l'Autriche. En Asie du Sud-Est aussi, dans la région Asie-Pacifique, il y a la Malaisie qui va prendre la tête de cette région, de l'association qui réunit les pays de cette région en 2025 bientôt, et qui développe de nombreux projets en matière de capture de CO2 liés à l'industrie du pétrole, en matière de production d'énergie renouvelable de façon plus large. Alors, ce taxe-là qui part de l'Asie du Sud-Est jusqu'au Balkan en Europe, c'est tous ces pays qui sont sur ce taxe-là sont des pays riches en matières premières, c'est-à-dire pas seulement en hydrocarbures, comme je dis, en uranium, etc., mais en métaux qui servent aussi à l'exploitation des énergies renouvelables. Alors, en les aidant à nouer des partenariats autour de politiques énergétiques, en se positionnant comme partenaires des pays européens, par exemple l'Italie, ou des pays comme le Canada qui sont très présents dans le secteur des énergies renouvelables, garantissent eux-mêmes leur approvisionnement, leur politique énergétique. Donc, moi, je ne suis pas une communautariste. Il y a certains qui m'ont accusé de vouloir créer une amicale ou bien une internationale de pays musulmans. Ce n'est pas que ça. Il y a aussi des intérêts géostratégiques et des intérêts politiques de coopération internationale en matière de politique énergétique. Parce que j'ai pris l'exemple de l'Autriche dans une de mes vidéos, où ils développent des politiques de fabrication d'e-fuels, qui sont des énergies alternatives, des carburants de synthèse à base d'électricité verte, de CO2, etc. J'ai pris l'exemple de nombreux pays du Royaume-Uni qui est en train de développer, qui investit beaucoup dans le secteur de l'hydrogène blanc, mais aussi qui est en train de développer de nombreuses politiques d'énergie renouvelable, et qui a développé plusieurs oléoducs, plusieurs pipelines. J'ai pris l'exemple du Trans-Adriatic Pipeline, qui sont des réseaux d'approvisionnement à partir de l'Asie centrale jusqu'à l'Europe, où l'Union européenne a investi des centaines de milliards de dollars depuis plusieurs années, et ce sont des projets qui aboutissent. Ces réseaux peuvent servir à l'approvisionnement d'autres énergies renouvelables en plus de ce Cap Vert sous la mer Noire dont je vous ai parlé, qui est une initiative de l'Azerbaïdjan. Donc voilà, il faut encourager ces pays-là dans ces politiques d'approvisionnement en énergie, qu'elle soit renouvelable, que ce soit l'uranium, que ce soit même les hydrocarbures dont on ne peut pas se passer pour l'instant, mais les encourager surtout à développer aussi des énergies renouvelables et surtout l'hydrogène blanc qui est une énergie d'avenir. Voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end.